Il se définit comme un négociant en politique. Il est ami avec Denis Sassou Nguesso, Jacques Chirac et Michel Roussin. On l'a vu lors de la libération des otages français au Liban dans les années 80. On l'a vu en Angola, en Russie, au Qatar. Il se dit héritier de Jacques Foccart, l'ancien visage de la France-Afrique. Il raconte comment il a failli libérer Nelson Mandela. Un documentaire raconte la partie sud-africaine de sa vie, si l'on peut dire. Jean-Yves Olivier est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Ni vu ni connu, ma vie de négociant en politique, de Chirac et Foccart à Mandela. C'est aux éditions Fayard. Alors, Jean-Yves Olivier, qu'est-ce qu'un négociant en politique ? Je crois que ce qu'est un négociant en politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie de trouver en politique un intérêt de l'un par rapport à l'intérêt de l'autre et essayer de remettre les deux ensemble. C'est-à-dire que chacun y trouve son compte. Et c'est là peut-être que l'angle de négociant s'explique. Alors on peut aussi entendre Jean-Yves Olivier dans cette appellation. Corrupteur également qui monnaie son influence. Là, on imagine que ça devait être votre cas. Corrupteur, certainement pas. Mais encore faut-il que lorsque l'on est corrupteur, on est simplement corrupteur. Or... et on existe pendant un certain temps, c'est-à-dire tant qu'on amène des valises, si on doit corrompre. Je crois que 40 années de vie derrière moi prouvent que je n'ai pas corrompu. Alors, Monsieur Jacques, on vous appelle, on dit aussi de vous, vous êtes l'ancien émissaire quasi officiel de la Chiraquie, l'ancien président français, ça vous va ? Non, j'étais un visiteur du soir de Jacques Chirac. Je pense pas que j'étais un émissaire. Alors vous avez été négociant d'abord en grains, en pétrole, vous êtes un commercial à la base, il faut le dire pour bien comprendre. Vous avez commercé avec la Chine de Mao, vous avez ensuite mené des négociations en Afrique australe, négociations parallèles. Vous avez rencontré Winnie Mandela, on l'a dit, Jacques Chirac, le président Houphouët-Boigny, Margaret Thatcher, Botha. Vous revendiquez un rôle aussi dans la libération des otages. Mais pourquoi est-ce qu'il faut-il absolument qu'il y ait une diplomatie parallèle ? Écoutez, je crois que la diplomatie parallèle qui a toujours existé, et à mon sens existera toujours, est une nécessité, dans la mesure où elle accompagne la diplomatie officielle. Pourquoi ? Parce que la diplomatie officielle est le langage général, c'est-à-dire qu'un diplomate, il est chargé d'avoir un langage qui lui est imposé par son gouvernement ou son État. Il n'a pas la liberté de s'exprimer pour lui, c'est-à-dire d'exprimer ce qu'il ressent lui-même. Ça lui est interdit, ça n'est pas dans son rôle. Mais il peut agir en secret aussi. Il peut agir en secret, mais il ne faut pas confondre la diplomatie secrète par rapport à la diplomatie parallèle. La diplomatie parallèle, c'est la capacité que quelqu'un a d'être totalement un individu totalement libre, qui s'exprime pour lui et qui n'exprime que ses propres pensées. Légalement ou pas ? Bien sûr, c'est toujours légal. Un exemple concrètement, excepté Nelson Mandela, dont on va parler après, mais un exemple, vous concrètement, aujourd'hui, vous pouvez nous raconter ? Écoutez, je peux vous raconter, je raconte dans mon livre cette anecdote. À un moment donné, le gouvernement français était assez inquiet des réactions de la Chine populaire à une vente de frégates, qui a, d'autre part, fait un grand bruit plus tard pour des rétrocommissions, pour les corruptions, ce dont vous parliez tout à l'heure. Et j'avais un gros avantage, c'est que j'avais un accès au Premier ministre chinois, et il fallait que la France puisse obtenir de la Chine qu'elle ne s'élève pas d'une façon trop bruyante contre cette vente. Seul un émissaire comme moi, qui était libre, pouvait obtenir cela du Premier ministre chinois. Ça ne pouvait pas être la diplomatie officielle qui allait convaincre ou permettre au Premier ministre chinois de le faire. Car sinon, de toutes les façons, il pouvait avoir dire non. Et à ce moment-là, ça devenait un échec diplomatique officiel. Votre vie a déjà été en danger ? Vous avez déjà eu peur ? Bien sûr. Bien sûr. Physiquement menacé ? Non, oui. Menacé, pas menacé, mais dans des circonstances dangereuses. Oui, j'ai été dans des maquis, j'ai été attaqué par des MiG. Je veux dire, heureusement que j'ai encore la capacité de... Est-ce que vous avez fait du mal, Jean-Yves Olivier ? Vous regrettez certaines choses ? Vous avez des remords ? Remords ? Non, aucun remords. Du mal, je crois pas. Alors, vous racontez donc aussi, vous revendiquez le fait d'avoir participé activement à une tentative de libération de Nelson Mandela. C'était lors de ce que vous négociez en parallèle dans la région de l'Afrique australe. J'évoquais ce document, ça s'appelle Plot for Peace, un complot pour la paix, littéralement en français. Voici comment nous en parlions, Jean-Yves Olivier, sur TV5 Monde, lors de la sortie de ce documentaire. C'était en novembre dernier. L'Afrique du Sud au milieu des années 80.
Les townships sont à feu et à sang. L'apartheid gangrène le pays et pèse sur la politique des États voisins, dont l'Angola, théâtre d'un conflit régional sanglant. Avec mes amis, dans les pays de la ligne de front, nous avons fait taire les armes pour que l'apartheid puisse mourir en paix. Mandela ne sait rien de moi, rien de mon histoire secrète. Cette voix, c'est celle du principal protagoniste de Plot for Peace. L'homme est français et jusqu'ici, il était resté très discret. On a découvert un petit bout d'archives vidéo qui racontait l'histoire d'un homme appelé Monsieur Jacques. C'était une histoire incroyable, étrange, et on n'arrivait à trouver aucun article ou document sur lui. Monsieur Jacques, de son vrai nom, Jean-Yves Olivier. Un pied noir autodidacte, négociant en matières premières et génie de la diplomatie d'influence. La diplomatie parallèle, à la manière d'un Jacques Foccart, l'homme des réseaux France-Afrique. Pour les réalisateurs, ses principales motivations restent les affaires et les jeux de pouvoir. C'est un négociateur né, il aime gagner, il aime avoir du pouvoir et négocier avec des hommes politiques. Je pense que pour lui, c'est un peu comme un sport. Jean-Yves Olivier, vous avez, semble-t-il, souhaité entrer dans la lumière avec cet épisode sud-africain et ce documentaire. Est-ce que ça veut dire que c'est difficile de rester dans l'ombre, de faire autant de choses et de rester dans l'ombre ? Je crois que j'appartiens à une génération qui n'était pas la génération de Google. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, je pouvais le faire d'une façon très discrète. Aujourd'hui, avec Google, avec les échanges d'informations que l'on connaît, et Dieu sait qu'il y a des exemples tous les jours, l'anonymat n'est plus permis. Parce que s'expriment des opinions sur Google qui sont généralement pas vérifiées et il fallait qu'à un moment donné je puisse m'exprimer et dire la vérité sur moi-même. Alors la vérité, parce que l'on entend également beaucoup de choses à votre sujet. Dans ce documentaire, il y a notamment l'ancienne présidente de Survie, Odile Tobner, qui dit que vous apparteniez clairement à cette époque au service secret français. Vrai ou faux ? Faux. Vous n'avez pas eu de rapport, de contact avec la DGSE, par exemple ou... J'ai eu des contacts avec des services secrets et de nombreux services secrets. C'est pas parce que on a des contacts que l'on fait partie des services secrets. Mais à partir de quand la frontière doit être quand même poreuse, non ou... Non, elle n'est pas poreuse. Les services secrets ont justement comme fonction d'aborder des sujets qui ne peuvent pas être mis au plein jour. Et dans ce genre de négociation, c'est normal que les services secrets jouent également un rôle. Et c'est pas parce que j'ai rencontré des gens du Mossad ou du KGB ou de la CIA ou de la DGSE en France que j'ai appartenu à ces services, loin de là. Alors, en tous les cas, j'aurais été un agent double. Alors, on va justement retrouver un membre de Survie, l'organisation non gouvernementale qui lutte contre la France-Afrique. Bonsoir à vous, Thomas Noireau. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors vous, cette diplomatie parallèle, vous ne la voyez pas d'un bon œil. Dites-nous pourquoi. Bonsoir, merci de votre invitation. Effectivement, parce qu'on n'est pas surpris que Monsieur Olivier, sur quelques années plus tard, à l'image de ce que Monsieur Foccart avait pu faire aussi peu de temps avant sa mort, se mette à présenter son action sous un jour généreux, comme étant une action de paix, etc., servant le service, enfin servant les intérêts à la fois des populations africaines et les intérêts de la France. Nous, ce qui nous dérange principalement, c'est le manque de démocratie qui accompagne cette diplomatie parallèle. Le manque de démocratie d'une part en France, puisque M. Olivier le disait très bien à l'instant, un diplomate, même si à notre sens il le fait pas assez, mais un diplomate officiel est tenu de rendre des comptes. Et ça, malheureusement, aujourd'hui la diplomatie officielle ne le fait pas assez. La diplomatie parallèle ne risque pas de le faire. Donc rendre des comptes à qui ? À la population française, où il y a une question de souveraineté, de démocratie, et puis une question de démocratie en Afrique, puisque l'expérience montre que ces diplomaties parallèles ont toujours été au service, dans le cadre des réseaux de la France en Afrique francophone notamment, mais pas uniquement, de dictatures, d'amitiés particulièrement coupables, et les amitiés par exemple de Monsieur Olivier avec les régimes de Omar Bongo au Gabon ou de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui étaient pour le premier et toujours pour le second des dictateurs et des criminels notoires, effectivement c'est quelque chose qu'on trouve relativement intolérable. Merci beaucoup Thomas Noireau d'avoir été avec nous sur TV5 Monde. Vous dénoncez aussi les conflits et les violences qui sont selon vous aussi en partie dus à cette diplomatie.
diplomatie parallèle. Jean-Yves Olivier, une réaction à ce que vous venez d'entendre, ami du régime gabonais notamment? Écoutez, le régime gabonais, j'ai connu M. Omar Bongo, mais je ne peux pas me prétendre à son ami. Président Sassou Nguesso, oui, je suis son ami et je le revendique avec fierté. Faire du mal à l'Afrique, dit Thomas Noirot. C'est une opinion. Monsieur Noirot s'est probablement jamais rendu à Brazzaville, où en tous les cas, s'il s'est rendu, il n'a pas vu les progrès qui sont faits pour la population africaine à Brazzaville, ou au Congo-Brazzaville. Donc c'est extraordinaire, ces gens qui sont des assassins du clavier. Ils ne se rendent pas sur place, ils ne voient pas, ils ne regardent pas avec des yeux. Survie doit se rendre sur place quand même, Jean-Yves Olivier. Écoutez, le patron de Survie ne s'est jamais rendu en Afrique et a écrit quand même quelques bouquins sur l'Afrique très importants. Il est décédé, il ne s'était jamais rendu en Afrique. C'est formidable, non? Alors, tout de même, est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez, c'est vrai qu'il y a quand même une opacité. On entendait Thomas Noirot qui disait il y a forcément un manque de toute façon de démocratie. Les Africains n'ont pas leur destin en main, on le voit. Vous êtes vous-même, alors certes né en Algérie, mais vous êtes un occidental au regard de beaucoup d'Africains. Est-ce que ce n'est pas aux Africains de prendre leur destin en main? Pas forcément. C'est le regard que vous avez. Je vais vous donner une chose. C'est celui qu'un certain, mais je vous le livre. On parle de l'Afrique. Très bien. Vous savez quelle est la condition qui fait qu'un Sud-Africain est Sud-Africain? Dans la Constitution, ce n'est pas parce qu'il est né en Afrique du Sud. Ce n'est pas parce qu'il a des parents sud-africains, c'est parce qu'il réside en Afrique du Sud. C'est-à-dire que la Constitution prévoit que la nationalité sud-africaine appartient à ceux qui y résident. Ceux qui vivent en Afrique peuvent prétendre être africains. Alors sur la France-Afrique, vous dites ce que nos médias dénoncent comme une compromission typique de la France-Afrique en Amérique. En Amérique, on appelle ça du business, peut-être indélicat, mais pas illégal. Comment vous définiriez la France-Afrique? Je crois que la France-Afrique est morte. Elle est morte avec ceux qui avaient été mis au pouvoir par le général de Gaulle et ses successeurs. Aujourd'hui, on doit s'interroger de savoir qui dans cette affaire est le cavalier et qui est le cheval. Est-ce que peut-être qu'en s'interrogeant là-dessus, on se rend compte qu'il y a peut-être beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus de contrôle de l'Afrique sur la France que la France sur l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce commerce entre guillemets politique, dans cette diplomatie parallèle, alors que vous étiez un homme d'affaires? Ce n'est pas un commerce, d'abord. Et ensuite, je crois que c'est la nécessité à un moment donné, lorsque l'on se trouve devant des événements et qu'on sent qu'on a la possibilité d'intervenir sur ces événements, devoir d'humanité d'intervenir sur ces événements. Vous êtes toujours en exercice? Bien sûr. Vous avez gagné beaucoup d'argent, c'est un tabou en France, mais je vous le demande. J'ai confortablement gagné ma vie, ce qui m'a permis d'être particulièrement indépendant. Merci beaucoup Jean-Yves Olivier. Ni vu ni connu, ma vie de négociant en politique de Chirac et Foccart à Mandela. C'est donc chez Fayard Éditions. Merci beaucoup à vous Jean-Yves Olivier d'être venu sur le plateau de 64 minutes.